Bonjour à tous, merci d'être venus ici ce soir pour nous rejoindre pour ce premier webinar Un métier d'exception. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Émilie, je suis la cofondatrice de My Job Glasses. My Job Glasses, c'est le réseau facile pour vous avez la possibilité d'échanger avec 40 000 professionnels en face à face, en visioconférence ou par téléphone pour découvrir les différents métiers. Donc, bonjour à vous tous. Merci d'être nombreux avec nous. Aujourd'hui, on a une invitée d'honneur pour ouvrir cette série de webinars, Madame l'ambassadrice de la France à l'OTAN. Je vais d'abord vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc, dans un premier temps, il y a Marion, Priscilla et Christelle qui sont là pour vous aider et pour vous répondre via le chat. Si toutefois vous aviez des questions, des problèmes techniques, n'hésitez pas, elles seront là pour vous accompagner. Dans un premier temps, je vais poser quelques questions à Madame l'ambassadrice. Et puis après, j'ouvrirai pour que vous aussi, vous puissiez poser vos questions. Donc, je vais vous donner juste quelques petites règles pour qu'on puisse remonter vos questions et que je puisse me faire votre porte-parole. Est-ce que à chaque fois que vous donnerez des questions, il y a un onglet qui est l'onglet questions. Donc là, vous êtes en train d'écrire dans l'onglet chat. Vous avez également un onglet questions. Donc, les questions pour Madame l'ambassadrice, c'est dans l'onglet questions. N'hésitez pas à poser votre question et puis à rajouter à côté votre prénom, votre âge et la formation que vous suivez pour que je puisse me faire vraiment votre porte-parole. Et si vous avez des commentaires ou des questions techniques, vous êtes au bon endroit sur le chat. Donc, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions et à nous donner des commentaires. Et bien, écoutez, puisque ces quelques règles ont été données, je vous propose de nous lancer. Bonjour Madame l'ambassadrice, merci infiniment du temps que vous nous accordez et du temps que vous allez donner à nos jeunes pour leur expliquer un petit peu votre parcours et votre métier. Du coup, ce que je vous propose peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez dans un tout premier temps peut-être vous présenter et nous parler de votre parcours pour en arriver jusqu'à votre poste actuel d'ambassadrice de la France à l'OTAN? Muriel Domnac, je suis ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l'OTAN. Je suis diplomate, mais j'ai pas toujours été diplomate. J'ai été l'essentiel de ma carrière diplomate dans les affaires qu'on appelle politico-militaires, c'est-à-dire où on traite de questions stratégiques. J'ai également travaillé au ministère de la Défense à la sortie de l'ENA, l'École nationale d'administration, et avant de rejoindre mon poste d'ambassadrice auprès de l'OTAN, j'étais déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc, un parcours depuis 1999 et ma sortie de l'ENA dans les affaires de sécurité, la majorité du temps au ministère des Affaires étrangères, mais j'ai également servi dans les deux autres ministères qu'on appelle régaliens, c'est-à-dire la défense et la sphère, ce qu'on appelle la sphère intérieure, lorsque je travaillais sur la prévention de la radicalisation. D'accord. Et donc, du coup, si on revient un petit peu sur votre début, votre arrivée sur le marché de l'emploi, donc du coup, en 1999, quand vous avez quitté l'ENA, votre premier choix, votre premier emploi, vous nous diriez en fait que c'est quelque chose que vous aviez toujours rêvé de faire. Je vous pose cette question parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour les jeunes, c'était pas forcément facile de se projeter dans le premier emploi et d'avoir une idée claire de ce qu'ils voulaient faire aujourd'hui. Notamment, on a créé un observatoire du premier emploi pour réellement comprendre les motivations des jeunes quant à leur premier emploi. Et on s'est rendu compte que les résultats étaient assez sans appel, puisque 33% des jeunes choisissent leur premier emploi par hasard, 27% par nécessité, 25% par passion et seulement 12% le font à l'issue d'un projet professionnel abouti. Vous, si vous aviez dû répondre à notre questionnaire, vous auriez été dans quelle catégorie? Vous aviez un métier passion? C'était le jeu des circonstances.
mais en fait, ça correspondait à une disposition d'esprit qui était la mienne, qui était et qui reste encore la préférence pour le présent. Et ça, c'est un conseil que je donnerais, moi, à des jeunes qui arrivent en situation de choisir leur premier emploi. C'est de faire ce que vous sentez et ce dont vous avez envie. Je trouve que c'est trop compliqué à 25 ans de faire des calculs à moyen ou à long terme, de prévoir le coup d'après et d'encore après. On ne sait pas vraiment à 25 ans ce qu'on sera dans 5 ans. Et donc, pour cette raison, parce qu'il est difficile de se projeter et aussi parce que je crois qu'on est bon dans ce qu'on aime et pour un premier emploi, il faut se déployer dans ce qu'on aime faire. Donc, je conseille ce principe de préférence pour le présent. Moi, c'est ce que j'ai fait à la sortie de l'ENA. C'est-à-dire que j'ai choisi le ministère de la Défense contre l'avis de tout le monde. Parce que j'avais envie de cette mission qu'on me proposait sur la défense européenne. La défense européenne, c'est une vieille antienne. On en parle depuis les années 50 et on en parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a fait des progrès, mais pas assez. Et c'était un défi qui m'intéressait à un moment en 99 où on était en pleine crise du Kosovo, où les Européens allaient chercher les Américains pour intervenir dans la crise. Et les Européens, en fait, n'étaient pas capables d'agir par eux-mêmes. Et en fait, ça me motivait. Et donc, la perspective d'une mission de 3 ans au ministère de la Défense sur la défense européenne, et ben en fait, ça m'a motivée. Comme ça m'a motivée, j'étais bonne. Comme j'ai été bonne, j'ai été repérée. Et finalement, j'ai progressé au cabinet du ministre de la Défense à l'époque. Puis après, j'ai été récupérée par le ministère des Affaires étrangères qui est venu me chercher. Puis après, j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères. Je suis devenue diplomate. J'ai progressé dans cette filière dite stratégique, politico-militaire, etc. J'ai été directrice adjointe donc, du centre d'analyse et de prévision, qui est un peu la boîte à idées du ministère. Puis consul général à Istanbul, où j'étais partie pour faire autre chose que des affaires de sécurité. Et puis en fait, la guerre en Syrie et la question de la gestion des djihadistes français m'ont rattrapée. Donc j'ai refait des affaires de sécurité. Puis retour en France dans les affaires de sécurité intérieure. Puis ici. Donc finalement, vous voyez, ce qui a été un choix sur le moment, parce que ça correspondait à une mission qui m'intéressait, qui était un choix de circonstance, finalement, ça a durablement imprimé mon parcours, mais sur un principe qui était celui de préférence pour le présent, faites ce dans quoi vous vous voyez pour le moment. C'est très clair, merci beaucoup. J'ai une autre question par rapport à ça. Donc, vous dites que vous êtes diplomate. Être une femme dans la diplomatie. Alors, quand vous vous êtes lancée, est-ce que vous vous êtes dit que ça allait être facile? Est-ce que ça ajoute quelque chose d'être une femme aussi? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il y a de nombreuses jeunes filles qui sont là et qui ont peut-être envie de se retrouver et de suivre votre parcours après. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des informations par rapport à ça? Alors, ça reste plus difficile pour les femmes dans la diplomatie comme pour tous les postes à responsabilité. Ça, je vous mentirai pas. C'est d'autant plus difficile dans la diplomatie qu'il y a une obligation de mobilité et que cette mobilité, elle pose évidemment la question de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Les choses sont ainsi faites dans la vie privée que les conjoints hommes suivent plus difficilement leur conjointe. La gestion d'une grossesse avec un congé maternité, puis ensuite des charges familiales, elles restent déséquilibrées. Donc, partir à l'étranger, exercer des responsabilités, aller en cabinet, etc. Ça reste compliqué. Moi, j'ai eu 3 enfants. À chacun des 3 enfants, j'ai dû renoncer
à une perspective professionnelle. Alors, ça ne veut pas du tout dire que j'ai renoncé à ma carrière, hein, au contraire, mais c'est clair que j'ai dû faire des choix que aucun de mes collègues hommes, je crois, n'a eu à faire. Donc, je ne vous mentirai pas, c'est plus compliqué pour les femmes. En termes numériques, on a 40 ambassadrices actuellement, c'est-à-dire 22% des 180 ambassadeurs au total. Et les postes les plus importants du réseau diplomatique restent et ont toujours été exercés par des hommes. C'est pas le cas d'autres diplomaties qui nous sont comparables. Les Allemands, les Britanniques sont entre guillemets plus avancés que nous. Et ça, c'est quand même un facteur d'espoir pour la diplomatie française parce que les Français aiment bien se comparer aux Allemands et plus encore aux Britanniques. Ils sont toujours très admiratifs du fonctionnement des Britanniques. Et les Britanniques, par exemple, viennent de nommer une femme ambassadrice à Washington, aux États-Unis. Donc, c'est toujours considéré comme le poste le plus important, hein, et elle était auparavant, Karen Pierce, ambassadrice auprès des Nations Unies. Pour nous, Français, ces postes ont toujours été exercés par des hommes, et bien d'ailleurs, mais peut-être qu'il y aurait eu des femmes qui auraient mérité. Et puis, si vous voulez, on n'est plus à un moment où il est naturel d'avoir une délégation ministérielle avec que des hommes autour du ministre. Alors, il y a un réseau qui s'appelle Jamais sans elle, qui s'intéresse de plus en plus à la représentation de la France à l'étranger et qui insiste sur le fait qu'on doit avoir davantage de femmes ambassadrices. Bon, d'une manière générale, je dis aux jeunes femmes qui nous regardent, c'est la tendance, c'est d'essayer d'avoir pour représenter la France des diplomates qui en soient plus représentatifs. Ça vaut pour la parité. Les femmes sont la moitié de l'humanité. Il n'y a pas de raison qu'elles soient 22% de notre représentation diplomatique et complètement absentes des postes les plus importants. Et puis, par ailleurs, davantage de diversité, pas seulement en termes de genre, mais avoir aussi davantage de gens qui ne viennent pas forcément de Paris, qui ne viennent pas forcément des milieux privilégiés, davantage de gens qui viennent d'origine nationale différente. Ça peut aussi être, et c'est souvent un enrichissement. Je dois quand même signaler que là-dessus, la diplomatie française, parce que la France intègre plus, même s'il y a beaucoup de discrimination, mais intègre encore plus que d'autres pays. Du coup, on a dans la diplomatie française plus de diplomates d'autres origines que beaucoup de nos partenaires. Mais là aussi, moi, je constate que les Américains, les Britanniques, sans doute pas les Allemands, ont fait beaucoup de progrès et je considère que c'est prometteur parce qu'on a tendance à s'indexer. Voilà. Toute cette problématique, c'est pour représenter la France, c'est bien d'en être représentatif. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Et puis, on a des commentaires qui nous remontent en disant merci pour ce message d'espoir. Donc, j'imagine que ce sont des jeunes filles qui se projettent dans ces métiers-là aussi et qui étaient extrêmement intéressées par votre retour sur ce sujet. Si on en revient justement sur votre poste de diplomate, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer plus en détail vos différentes missions, expliquer justement à nos jeunes auditeurs qu'est-ce que ça veut dire concrètement que d'être diplomate? Être diplomate, c'est représenter son pays. Donc, il faut avoir deux choses. D'abord, le goût de son pays et puis deuxièmement, le goût de l'étranger. Parce que vous représentez votre pays soit à l'étranger, soit vous êtes en poste à Paris, mais vous êtes en lien avec vos homologues à l'étranger. Donc, être diplomate, c'est d'abord représenter votre pays auprès des étrangers. Donc, il faut à la fois aimer son pays, faut aimer la Marseillaise, parce que vous l'entendez, la Marseillaise, il faut aimer le drapeau, parce que vous le saluez souvent.
Et puis, il faut être fier que à un moment, et quel que soit votre niveau, et ça je le dis aux jeunes diplomates, vous devenez diplomate, il y a un moment où on se tournera vers vous et on vous dira « Et la France ? Qu'en pense la France ?» Et la France, c'est vous. Et c'est ça qui est de magnifique dans le métier de diplomate, c'est de penser l'expression de la France, là, maintenant, c'est moi. Alors, vous dites évidemment pas ce que vous pensez vous. C'est un point essentiel qu'il faut acquérir, mais ça fait partie de la vie professionnelle. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour donner votre sentiment, votre ressenti, votre avis. Vous exprimez ce qui est la position de votre pays. Moi-même, comme ambassadrice auprès de l'OTAN, j'exprime des positions qui sont préparées par ma capitale, par le ministère des Affaires étrangères, en lien avec le ministère des Armées. Parfois, quand ça devient très important, c'est validé ou arbitré à la présidence de la République. Et donc, vous voyez, quand le président de la République, Emmanuel Macron, a dit dans une interview intéressante et libre au journal The Economist, mon avis, c'est qu'en fait, l'OTAN, cette organisation est en état de mort cérébrale. Le lendemain, vous devez expliquer cette appréciation du président français sur l'organisation dans laquelle vous servez, que, les amis, vous êtes en état de mort cérébrale. Et évidemment, expliquer dans quel contexte et pour quel dessein le président a utilisé ces propos. Il n'est pas question, soit que vous vous excusiez de la position du président de la République. Un bon diplomate ne recule pas devant ce qu'est la position de ses autorités, ni que vous surenchérissiez non plus en disant « il a bien fait, vous êtes tous une bande d'abrutis », etc. Ni l'un ni l'autre. Il faut trouver le juste ton pour expliquer, mais aussi rendre compte à Paris de l'ambiance dans laquelle ces propos sont accueillis. Donc, un diplomate, si vous voulez, en représentant son pays, il doit aussi faire comprendre son pays, là où il se trouve, soit auprès d'une organisation qu'on appelle multilatérale, où il y a plein d'autres pays, soit en bilatéral, dans un seul pays. Donc, il faut expliquer la position de votre pays, mais aussi en retour, expliquer à vos autorités la manière dont ce qu'on fait et ce qu'on dit est perçu. Donc, il y a cette double dimension pour le diplomate qui consiste à la fois à se faire comprendre, à faire comprendre la position de son pays, à la faire partager, à convaincre si possible en trouvant les bons arguments, mais aussi à comprendre le pays et l'organisation dans laquelle on est et à le faire comprendre à Paris. C'est les deux. Et pour ma part, s'agissant des positions de la France à l'OTAN, évidemment, c'est un exercice qui est intéressant dans les deux sens. Faire comprendre la position des autres, nous décentrer. Vous savez, nous les Français, on n'est pas toujours hyper bon pour se décentrer et voir le monde avec les yeux des autres, et en même temps faire comprendre aussi ici à l'OTAN la position française. Quand j'étais consul général à Istanbul, il y avait aussi cette double dimension, faire comprendre les dynamiques à l'œuvre en Turquie, et notamment à Istanbul, et en retour faire comprendre la position française. Merci beaucoup pour ces éléments. Nous, chez Major Glassness, notre rôle, c'est de faciliter le réseau professionnel pour les jeunes. Donc, on se déplace beaucoup dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les IUT, les BTS, les universités, les grandes écoles, même les écoles doctorales. Et on explique un petit peu aux jeunes les différentes questions à poser aux professionnels qu'ils rencontrent pour bien comprendre le métier et pouvoir se projeter. Donc là, je vais vous poser un petit peu les questions qu'on leur enseigne de poser pour pouvoir un peu mieux se projeter dans votre quotidien. Et du coup, vous allez peut-être me répondre qu'il n'y en a pas, mais est-ce que vous avez une journée type? C'est quoi une journée type quand on est diplomate?
Il y a deux types de journées type. La journée type en multilatéral, donc dans une organisation comme l'OTAN où vous êtes en relation avec nombre d'interlocuteurs, puisque donc il y a des ambassadeurs des 30 pays de l'OTAN, ou bien une journée type en bilatéral, quand vous êtes en poste dans un pays, auprès d'un pays en particulier. La journée type en multilatéral, c'est de préparer des réunions avec tous les pays membres de l'organisation. Donc à l'OTAN, c'est le Conseil Atlantique. Et donc le travail s'articule autour de la préparation du Conseil Atlantique en petits groupes et en fonction de tel ou tel sujet, et le suivi des réunions, là aussi en lien avec les principaux alliés, en lien avec Paris, pour leur dire, bah voyez, vous m'avez demandé de de défendre telle position, ça passe pas, il faudrait ajuster pour la fois prochaine. Voilà. Ça, c'est le multilatéral. Le bilatéral est d'une certaine manière beaucoup plus divers. Et là, vous exercez plein de métiers différents en bilatéral. Moi, à Istanbul, une journée type, c'est vous vous levez, alors souvent dans une très belle résidence. Hein, les résidences françaises à l'étranger sont souvent somptueuses. Moi, à Istanbul, j'ai vécu dans un palais qu'on appelle le Palais de France, qui était l'ancienne ambassade de France à Constantinople. Avoir une très belle résidence, ça vous permet de recevoir des gens intéressants et c'est bon pour l'influence de la France. Donc, vous recevez au petit déjeuner des investisseurs français qui souhaitent s'installer en Turquie. Vous les mettez en relation avec des Turcs. Puis, vous allez visiter une école à Istanbul. On a beaucoup d'écoles francophones et vous savez que l'influence de la France est aussi notre capacité à faire partager, apprécier notre langue, y compris de publics qui sont pas forcément les élites traditionnelles, mais qui sont peut-être les élites de demain, qui sont des gens qui soit ne connaissent pas, soit n'aiment pas vraiment notre pays. Moi, j'ai beaucoup fait à Istanbul envers des gens qui n'étaient pas les élites kémalistes, laïques, entre guillemets, mais plus proches du parti AKP au pouvoir. Et ça, c'est aussi ce qu'on fait comme diplomate. On vous demande pas votre avis, on vous demande pas si vous êtes pour ou contre le gouvernement. Votre travail, c'est de faire de l'influence auprès des gens qui sont aux responsabilités. Après cette visite vers une école française, vous allez organiser un déjeuner avec des journalistes parce que la presse est de plus en plus contrainte, hein, de plus en plus réprimée en Turquie, et l'organisation Reporters sans frontières essaye de défendre les journalistes, mais ça, vous allez le faire plutôt discrètement parce que les questions de droits de l'homme, souvent, elles sont gérées plus efficacement quand on le fait discrètement, et parce que ça fait partie aussi de la politique de la France de défendre les droits de l'homme et notamment la liberté de la presse. Après l'après-midi, vous conduisez ce qu'on appelle une démarche en termes diplomatiques, c'est-à-dire qu'on vous dit d'aller voir le ministère des Affaires étrangères de votre pays de résidence et vous dites, voilà, mon ministère m'a demandé de vous dire qu'on soutient telle ou telle option sur la crise en Syrie, sur l'Iran, sur je ne sais quoi. Et puis, il y a aussi une activité typiquement consulaire, et là, je voudrais y revenir un peu spécifiquement, c'est que les Français à l'étranger sont très exigeants. On le voit là sur le Covid, ils attendent d'être protégés, défendus, un peu en toutes circonstances, parfois même nursés. Donc, dans la protection consulaire, vous avez soit des Français qui se retrouvent en carafe, entre guillemets, parce que, par exemple, quand il y a eu un coup d'État à Istanbul, on avait 200 Français en transit à l'aéroport. Donc, faut les faire, d'abord les protéger, puis ensuite demander, en l'occurrence au groupe Accor, de mettre à disposition des hôtels qui étaient près de l'aéroport pour qu'ils soient en sécurité. Bon, ça c'est une forme de protection consulaire. Tous les pays ne le font pas, la France le fait.
Et c'est, encore une fois, les Français trouvent ça normal à l'étranger. Ce qui pose question, hein, parce que est-ce que les Français, comme contribuables, trouvent ça aussi normal? Je ne sais pas. Mais c'est aussi au titre de la protection consulaire que on doit avoir accès à tous les Français qui sont placés en rétention. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai dû gérer les djihadistes français quand ils étaient placés en rétention. Donc, vous voyez, c'est vraiment une journée. Et puis, le soir, vous donnez une réception au Palais de France. Par exemple, moi, j'ai organisé des réceptions pour la Saint-Valentin pour tous les couples mixtes franco-turcs, y compris les couples gays. Et je trouvais que c'était important, après le vote de la loi sur le mariage pour tous, d'incarner aussi le fait que l'influence de la France, c'était d'avoir fait passer cette loi et donc de valoriser cette dimension auprès d'une partie des élites turques qui sont aussi des élites qui aspirent à une libéralisation sur le plan des mœurs. Donc, vous voyez, en bilatéral, en fait, c'est beaucoup plus vaste. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que la diplomatie, c'est tout sauf ce qu'on la pub Ferrero machin, où on traîne avec un verre et un chocolat dans la main. C'est un job extrêmement exigeant. Je crois que ça a été très clair et merci de nous avoir donné autant de détails et d'éléments en fonction des différents postes possibles. J'avais une question toujours dans cette même idée. Nous, ce qu'on aime bien demander, c'est qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier de diplomate et au contraire, qu'est-ce qui est plus compliqué? Parce que dans notre rôle aussi d'expliquer le monde professionnel aux jeunes, on insiste beaucoup sur le fait qu'aucun métier n'est 100% rose, que dans la vie, il y a aussi parfois des contraintes et que c'est important en fait d'en avoir connaissance quand on se lance pour pouvoir choisir un métier, choisir une carrière en toute connaissance de cause. Donc si on revient sur la diplomatie, c'est quoi un petit peu les avantages et les inconvénients ou les côtés plus compliqués aussi dans votre métier? L'avantage de la diplomatie, c'est que on parle souvent de la carrière, entre guillemets. On dit souvent la carrière avec un C majuscule. C'est que c'est une carrière qui vous offre la possibilité de plusieurs métiers. Donc, énorme avantage, la diversité. Suivant que vous faites un métier de négociation multilatérale comme je le fais là, ou un métier d'ambassadeur bilatéral, de consul général comme je l'ai été à Istanbul, vous faites des choses très différentes. Dans le bilatéral, vous l'avez vu de mon expérience à Istanbul, vous faites même plusieurs métiers en un seul. Donc, cette diversité dans le type d'activité, ça c'est sûr que vous n'êtes pas monotâche. Donc, cette diversité, c'est vraiment l'énorme avantage de la diplomatie. Diversité aussi en termes de localisation, puisque vous avez l'occasion de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues. Et ça fait partie aussi des merveilles, si vous voulez, du métier de diplomate. Quand vous apprenez une langue, que tout d'un coup, les murs se mettent à parler, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre ce qu'il y a écrit sur les publicités, moi, je me souviens quand je suis arrivée à Istanbul, c'était juste après les manifestations Place Taksim en 2013, et il y avait écrit partout sur les murs, Her yer, direniş, partout la résistance, ça c'était les manifestants qui avaient écrit. Donc, je voyais ça partout et le gouvernement a répondu en écrivant des publicités officielles. Il y avait écrit derrière métro, partout le métro. Et en fait, la réponse, tout d'un coup, j'ai compris ce que ça voulait dire politiquement. C'est-à-dire que l'opposition disait partout la résistance et le gouvernement a répondu partout le métro. C'est-à-dire en fait partout, on a financé l'arrivée du métro à Istanbul. Et là, j'ai compris pourquoi ce gouvernement finalement allait rester. C'est parce que tout simplement, il a porté à la population, malgré la répression des libertés, etc., tout simplement ce qu'ils attendaient le plus, c'est-à-dire davantage de mobilité, davantage de moyens, etc. Donc, apprendre une langue, c'est aussi comprendre ce qui se passe. Et ça,
pour un être humain qui cherche à comprendre le monde, c'est certain que c'est le métier de diplomate qui vous donnera le mieux. Les difficultés, c'est évidemment l'envers des avantages. Vous faites de tout, mais vous avez toujours l'impression d'être en apprentissage, de ne pas maîtriser à fond ni une langue, ni la compréhension d'un pays. Vous apprenez tout d'un coup la gestion d'un établissement culturel. Moi, je me suis retrouvée à gérer les djihadistes français. Vous imaginez que j'ai découvert tout un monde. Donc, il y a l'inconvénient de la diversité, c'est la complexité, c'est un vrai défi, donc c'est très très difficile. Et puis évidemment, c'est la mobilité. Donc l'inconvénient de la mobilité, je vous disais que c'est merveilleux d'apprendre, de découvrir, mais en même temps, ça veut dire des décisions d'affectation qui vous placent dans la situation où tout d'un coup vous embarquez tout le monde. Faut gérer la situation du conjoint. Les enfants sont arrachés. Je dis arrachés parce qu'ils le vivent souvent comme tel. Donc c'est la vie d'autres expatriés dans les entreprises ou bien les profs à l'étranger, mais l'expatriation est souvent une douleur dans la vie familiale parce qu'il peut arriver des coups durs dans votre famille et puis vous n'êtes pas là, ou bien même dans la vie nationale. Moi, j'étais à Istanbul au moment des attentats de Charlie et d'Hypercacher, et outre le fait que il y avait des problématiques de sécurité à Istanbul qui étaient particulières, où on était particulièrement menacés. Je me souviendrai toujours, par exemple, que la manif du 11 janvier, où il y avait 4 millions de personnes dans la rue, on se sentait vraiment privé d'un moment de communion nationale. Et parfois, c'est pas facile d'être non seulement loin de vos proches, mais aussi loin de votre pays, tout simplement. Bien sûr. J'aurais plein d'autres questions à vous poser, mais il faut que je laisse la place aussi à tous les étudiants. Ma dernière question avant de prendre les questions de l'audience. On vit une période un peu compliquée pour les jeunes qui ont vu pour beaucoup leur stage, leur alternance annulée à cause de la situation actuelle. D'autres qui arrivent sur le marché du travail à un moment donné où ça va être sans doute beaucoup plus compliqué de trouver un emploi. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces jeunes qui se posent beaucoup de questions en ce moment et qui ont besoin un peu de notre aide et de nos conseils? D'abord, c'est l'enjeu pour nous tous. On est confiné physiquement. Il faut pas vous confiner non seulement intellectuellement, mais même mentalement. C'est-à-dire ne confinez pas vos ambitions. Si vous avez un projet, si vous avez une envie, même si ça prend plus de lettres, plus de démarches, plus de coups de fil, plus de visioconférences, allez-y, faites-les. Le bon côté du confinement, c'est que ça vous donne un petit peu plus de temps. Donc, consacrez ce temps, ne procrastinez pas, ne vous enfermez pas, allez-y. Ne repoussez pas, ne vous dites pas de toute façon rien n'est possible pour le moment, allez-y, lancez les démarches. Parce que si vous entrez dans une logique comme ça de procrastination, vous risquez de vous enfermer. Donc, insistez vis-à-vis de vous-même et insistez vis-à-vis de vos interlocuteurs. Eh bien, merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions de la salle. Donc, la première question, c'est Emma qui a 20 ans et qui est en Bac+3 en LEA. Qui demande quel master, quel parcours d'études pouvons-nous suivre pour faire une carrière dans la diplomatie? Est-ce qu'on est obligé de faire Sciences Po ou l'ENA? Non, on n'est pas obligé de faire Sciences Po ou l'ENA. Il y a plusieurs voies d'entrée, d'accès au Quai d'Orsay.
Il y a une voie générale qui est ouverte par effectivement la sortie de l'ENA. Et il y a une voie dite d'Orient qui est ouverte par ce qu'on appelle le concours d'Orient avec des épreuves en langue et en civilisation orientale, sachant que les civilisations orientales, ça commence à l'allemand. Donc l'Orient commence au Rhin et ça peut concerner l'arabe, l'allemand, le russe, le chinois, les langues, le swahili, voilà. C'est un concours qui est très difficile et qui est spécifique au Quai d'Orsay du fait de la spécificité du métier de diplomate. Donc ça, c'est pour l'accès au grade, comme on dit, de conseiller. Pour le grade de secrétaire, parce qu'au Quai d'Orsay, il y a deux grades parmi les diplomates, conseiller et secrétaire. Pour le grade de secrétaire, il y a aussi la voie générale et la voie Orient. Et donc des concours spécifiques. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer, d'être allé à Sciences Po pour passer ces concours, pas du tout. Ça vous donne beaucoup d'atouts si vous êtes passé par Sciences Po, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et en tout cas, ce qui est indispensable, c'est un excellent, pour les concours spécifiques au Quai d'Orsay, c'est un excellent niveau de langue. Parfait. Ambre, qui ne nous a pas donné son âge ni ses études, nous demande, vous, dans votre cas, vous avez parlé de vos études à l'ENA. Quelle était votre formation juste avant l'ENA? Moi, j'étais passée par Sciences Po. D'accord. Très bien. On a également une question un peu technique. Comment sont nommés les ambassadeurs de l'OTAN? Est-ce que c'est par les chefs d'État? Et c'est Julie qui est en première année de licence de droit. Oui, les ambassadeurs sont choisis par leur chef d'État sur proposition de leur ministre des Affaires étrangères et généralement en accord avec leur ministre des Armées. On a Maëlys, 24 ans, en école d'ingénieur, qui pose deux questions. La première, quelle a été l'importance du réseau dans votre carrière, notamment pour vos évolutions professionnelles, et quels conseils de networking donneriez-vous aux jeunes pour atteindre les postes qui les intéressent et se faire connaître? Alors, quelle importance du réseau? Je vais vous répondre de façon tout à fait franche. Moi, je viens d'une famille plutôt privilégiée. Et si j'ai passé les concours administratifs et l'ENA, c'est justement pour ne pas avoir à demander, notamment en début de carrière, à mes parents de me mettre en relation avec tel ou tel, parce que je voulais être considérée pour mes propres mérites. Et puis, le réseau, ça a des avantages, mais ça pose aussi des questions en termes d'égalité. Bon, bref, moi, j'ai passé l'ENA pour ça, c'est-à-dire pour que concours, sortie de l'ENA, choix à la sortie, tout ça, le réseau impacte peu. Bon. Après, au fur et à mesure, je me suis constitué mon propre réseau. Évidemment, dans mon réseau, il y a eu aussi des échos du réseau, de mon réseau familial, amical, etc. Le conseil que, donc, en tout cas, pour ce qui me concerne, le réseau, ça a évidemment joué avant de passer les concours, parce que j'ai grandi dans une famille où il y avait de la culture, où il y avait un accès aux études, où il y avait, on n'était pas très riche, mais enfin, suffisamment d'aisance financière pour que je puisse faire des études. Mais bon, en début de carrière, c'était vraiment le principe du concours de la fonction publique. Et après, j'ai construit mon réseau. Ensuite, j'ai vraiment utilisé mon réseau, y compris dans ma mission, par exemple, sur la prévention de la radicalisation. J'ai vraiment utilisé, y compris des gens, des artistes, des intellectuels que je connaissais par mon milieu familial et que j'ai voulu convaincre de s'impliquer dans la prévention de la radicalisation. Donc, le rôle du réseau dans mon activité professionnelle, là, mais un réseau que je m'étais constitué a été important.
Le conseil que je donnerais aux jeunes et notamment aux femmes, c'est de surtout pas négliger le réseau et le temps que ça prend. Les femmes ont tendance, ça je l'ai remarqué dans ma carrière jusqu'à présent, à agir en bonnes élèves, hein, c'est-à-dire qu'au boulot, elles font le boulot, on leur a demandé de faire remplir telle mission, elles la remplissent, hein, mais elles sont plus contraintes en termes d'horaire. C'est souvent elles qui vont relever la nounou, etc. Et vous verrez que ces problématiques, elles se posent tout particulièrement quand vous avez des enfants. Alors, j'ai envie de leur dire, ne négligez pas l'importance du réseau, même si le moment du réseau, c'est souvent en fin de journée ou un peu à l'heure du déjeuner. Investissez ça, c'est du temps perdu pour du temps gagné, enfin du temps consommé pour du temps gagné. Le réseau, c'est important, il faut le cultiver, il faut un réseau qui vous ressemble. Je dis encore une fois, mesdames, ne sous-investissez pas cette dimension qui serait essentielle dans votre carrière. Parfait. J'en profite pour vous dire d'oser aussi, parce que souvent on a peur d'aller voir des gens et de leur poser des questions. Et en fait, quand on le fait, il y a énormément de personnes qui ont envie d'aider, de partager les choses. Donc, c'est important. Une question d'Aïssatou, qui a 26 ans et qui est en master 2 RH à l'école MBWay à Rennes. Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions? Et notamment, qu'est-ce qui vous a permis de concilier vie personnelle et vie professionnelle? Ce qui m'a permis de concilier vie personnelle et vie professionnelle, c'est à la fois ma volonté, ma ténacité. Donc, je pense que, comme la plupart des femmes qui exercent des responsabilités, c'est vraiment un test de notre détermination, mais aussi en grande partie mon conjoint. À certains égards, vous voyez, Aragon disait la femme est l'avenir de l'homme. Moi, je pense que l'homme moderne est l'avenir de la femme, mais je dis bien l'homme moderne. Et un homme moderne, évidemment, ça se travaille, ça s'éduque. Et les dispositions spontanées existent, mais en tout cas, elles doivent être encouragées. Donc, mon conjoint a toujours été en soutien et suffisamment souple et présent auprès des enfants pour que on se complète. Donc, comptez sur votre détermination, mais l'égalité, ça se conquiert aussi dans la sphère privée, et donc c'est l'enjeu d'une discussion qui n'est pas toujours facile, mais pour laquelle vous aurez besoin, mesdames, d'un partenaire constructif. On a Romane qui a 20 ans, qui est étudiante en sciences politiques à la London School of Economics, qui nous demande est-ce qu'un diplôme étranger peut l'aider ou au contraire lui porter préjudice pour faire de la diplomatie? Non, ça vous aidera considérablement. D'abord, c'est une garantie que vous parlez bien une langue étrangère. L'anglais est évidemment indispensable. Et c'est aussi un gage que vous intéressez et vous connaissez le monde extérieur. Marie, diplômée en master relations internationales, nous demande si entrer au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères implique nécessairement une mobilité à l'étranger ou s'il est possible d'être diplomate tout en faisant carrière en France. Vous pouvez être diplomate en restant en France, mais c'est pas l'idée. Donc, vous progresserez pas tellement et c'est un peu contradictoire avec le principe de la diplomatie. Le principe de la diplomatie, c'est de faire des allers-retours entre Paris et le poste. Jocelyn, en école d'ingénieur, demande si vous vous êtes déjà senti en danger dans votre métier.
Oui, et je l'ai été d'ailleurs. Lorsque j'étais consul général en Turquie, je suis arrivée dans un pays qui était à l'été 2013 en plein boom économique, culturel. C'était une forme de movida à Istanbul. Puis après le mouvement de protestation de la place Taksim, il y a eu un durcissement sur la scène intérieure. Puis à la frontière syrienne, du fait de la dégradation de la situation, la Turquie était très impactée par la situation en Syrie. Puis les attentats terroristes à la fois en Turquie et les terroristes qui allaient en France en passant par la Turquie. Puis la quasi-totalité des djihadistes français qui sont passés par Istanbul en allant sur le théâtre syro-irakien, l'implication du consulat dans le traitement de ces situations au titre de la protection consulaire nous a aussi exposé. Donc j'ai dû être protégée. Et c'est une situation très très compliquée de devoir faire l'objet d'une protection non seulement d'ailleurs par les services français, mais également par les services du pays de résidence. Donc en plus il faut gérer les deux. C'est complexe en termes de liberté individuelle, c'est complexe en termes de vie familiale. Je me souviendrai toujours d'une fois où mes enfants voulaient absolument acheter un compas, parce que c'est ça la vie aussi, parce que la maîtresse exigeait un compas. Enfin, bon, bref, mon conjoint n'était pas là. Je me dis, bon, on va aller chercher un compas. On va sur l'avenue Istiklal, qui est la principale avenue d'Istanbul. La papeterie avait fait l'objet d'une visite de reconnaissance de la part de mes protecteurs. Bon, je finis par entrer dans la papeterie qui était déjà investie par les officiers de protection. Et puis, pendant que j'étais dans le magasin, quelqu'un m'a reconnue. Parce que quand vous êtes représentant de la France, vous êtes souvent très exposé dans les médias, etc. Et est venu me voir comme ça. Et c'est vrai que cette personne est venue de façon un peu chaleureuse et un peu directe. Et là, les deux policiers lui sont tombés dessus, mais avec une brutalité qui était à la mesure de l'inquiétude qu'ils ont eue. Et là, vous vous dites quand même, pour un compas, ça fait 1 heure qu'on est en train de préparer cette visite dans une papeterie, et tout ça se solde par un client plaqué au sol. Ça devient compliqué. Donc voilà, oui, j'ai été en insécurité, et oui, c'est compliqué à gérer. Merci pour ce partage d'expérience. David demande quelles sont à votre avis les langues étrangères autres que l'anglais qui peuvent être particulièrement utiles en tant que diplomate ou ambassadeur. Alors, si vous voulez être diplomate, soit vous passez la filière générale par l'ENA ou par le grade en dessous, et en tout cas, il faut l'anglais, et ça peut être soit l'espagnol, soit la langue que vous souhaitez. Soit si vous passez le concours d'Orient, et donc il y a un concours d'Orient qui est du même niveau que l'ENA, il faut une langue orientale. J'ai dit une langue orientale, ça commence à l'allemand. Ça, c'est ce qui est utile pour passer le concours. Après, il y a ce qui est utile dans la vie de diplomate. Je dirais que l'allemand est quand même important. Moi, c'est mon grand regret de ne pas parler l'allemand. Alors, c'est important. Pourquoi ? Parce que notre principal partenaire, ça reste l'Allemagne. Or, comme les diplomates allemands parlent encore le français, ils parlent plus le français qu'on parle l'allemand, mais on parle plus assez. Ils parlent moins le français qu'ils ne le parlaient auparavant. Nous, on ne parle pas assez l'allemand. Et en fait, on se retrouve dans la situation, vous voyez, d'un couple obligés de travailler ensemble, mais qui se comprend moins qu'avant. Donc, ce que je vous conseillerais, si vous voulez être diplomate, c'est doublement d'apprendre l'allemand, parce que ça vous permettra de passer le concours, et 2, parce que ça vous permettra de comprendre notre principal partenaire qui reste l'Allemagne.
Merci. On a 20 ans, bac plus 3 LEA demande, est-il possible de s'engager dans une carrière diplomatique après un engagement dans l'armée, comme par exemple le domaine du renseignement? Absolument. Vous serez la bienvenue, ou le bienvenu. Une personne qui ne s'est pas présentée demande s'il vous arrive de prendre des décisions à contre-cœur sans être d'accord avec certaines prises de position de la France sur certains sujets. Bien sûr. Et vous les mettez en œuvre sans état d'âme. Beaucoup de questions. Je suis désolée, certaines qui se recoupent. Donc, j'essaye de ne pas reposer les mêmes questions. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent devenir ambassadeurs dans un pays étranger? Passez le concours de la diplomatie. Mais je vous conseillerais quand même de vérifier, que c'est vraiment votre vocation, c'est vraiment votre projet. Et deux, que en termes de vie, vous êtes prêt à cette mobilité qui exige des sacrifices. Et ce sera la dernière question parce que l'heure tourne malheureusement, même si c'est passionnant et qu'on resterait beaucoup plus longtemps avec vous si c'était possible. Clément qui demande si les diplomates sont obligés de déménager tous les 3 ans. Oui, vous n'êtes pas propriétaire de votre fonction et donc au bout de 3 ans, 4, souvent vous devez changer de mission, soit rentrer à Paris, soit enchaîner sur un autre poste à l'étranger. Généralement, on ne fait pas plus de 2 postes à l'étranger. Et en fait, cette alternance est saine parce que au bout d'un moment, si vous restez trop longtemps, vous devenez davantage ambassadeur de votre pays de résidence auprès de Paris, auprès de la France, que ambassadeur de France auprès de votre pays de résidence. Et donc, il est sain d'évoluer. Puis par ailleurs, ça vous permet de faire ce qui, encore une fois, est l'essence de notre métier, c'est-à-dire des choses différentes. Et de vous exposer à la différence. On me fait un retour que je vois là. Donc voilà, il y avait une question apparemment sur l'OTAN et l'impact de la crise par rapport à l'OTAN, la crise actuelle dans vos fonctions, dans votre rôle au quotidien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez nous remonter? Oui, ce que je voudrais dire, et ça répondra à Théophile qui veut avoir un avis sur l'OTAN. Ce que je voudrais souligner, c'est que l'OTAN, pour beaucoup de nos alliés, c'est absolument existentiel. Pour la France, c'est une garantie de sécurité qui est importante. Mais vous savez, la France a une dissuasion nucléaire qu'on paye cher, mais qui nous donne l'indépendance et finalement une forme d'assurance vie. Et donc, nous, on participe à cette alliance et on est des alliés fiables et on en a besoin aussi de cette alliance, mais si vous voulez, on a cette assurance vie de toute façon. Pour les Britanniques aussi ont une dissuasion nucléaire, bon, qui est plus liée aux Américains que la nôtre, qui est totalement indépendante. Mais les autres alliés vraiment reposent essentiellement sur la garantie de sécurité américaine. Or, pour la plupart des alliés, la manière dont les Américains envisagent leur implication en Europe est fondamentale. Donc, c'est une vraie question actuellement au sein de l'OTAN de garder les Américains impliqués en Europe alors que les Américains se préoccupent, et c'est légitime, de leur rivalité stratégique avec les Chinois. Et nous, on partage avec eux l'essentiel des valeurs et des intérêts, mais on n'est pas dans la même situation vis-à-vis de la Chine et de la Russie. Donc, en ce moment, face au Covid, il y a un désir d'une majorité d'alliés d'impliquer l'OTAN, je dirais plus pour des raisons politiques que strictement opérationnelles. Pour des raisons politiques, parce que la Chine et la Russie, d'une certaine manière, cherchent à tirer profit
du Covid pour conduire leur politique d'influence et parfois même de désinformation. Et donc, il y a vraiment une volonté de la plupart de nos alliés de montrer que l'OTAN est unie face à cette crise, même si elle n'est pas une réponse de premier niveau. Voilà. Et donc, l'OTAN peut aider à coordonner des moyens militaires en réponse à la crise, mais évidemment, la réponse en premier niveau, ce sont les systèmes sanitaires. Évidemment, aujourd'hui, ce sera mon mot de conclusion, à l'OTAN, il y a des enjeux, c'est ce qui a amené le président de la République quand il parlait de mort cérébrale à ce constat sévère. Il y a des enjeux qui tiennent à l'évolution du leadership américain, il y a des enjeux qui tiennent à la prise de responsabilité par les Européens, il y a des enjeux qui tiennent à la solidarité avec la Turquie qui demeure, et c'est ça qui rend cette mission passionnante. Beaucoup dépendra aussi des évolutions à Washington. Vous savez qu'il y a une campagne électorale qui est en cours, et donc on va attendre et voir, et puis faire valoir nos positions qui sont celles, de toute façon, d'une prise de responsabilité accrue des Européens, en bonne intelligence avec nos alliés nord-américains. Merci beaucoup. Une dernière question qui est remontée et qui est extrêmement intéressante aussi. Quelles sont les valeurs à porter en tant qu'ambassadrice de la France? Et ce sera la dernière, je vous promets. Les valeurs à porter en tant qu'ambassadrice de la France, ce sont celles de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Et donc, moi, c'est aussi ce que j'ai porté parfois dans des circonstances difficiles, hein, mais en trouvant le moyen, avec plus ou moins de discrétion, pour soutenir la liberté de la presse. Quand elle a été de plus en plus réprimée en Turquie, l'égalité en montrant, je vous ai parlé des réceptions pour des franco-turcs à l'occasion de la Saint-Valentin, en montrant l'égalité entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, à l'époque dans un pays où c'était pas tout à fait, ça allait pas tout à fait de soi. Et puis la fraternité, c'est aussi la solidarité. Non seulement entre nous là au sein de l'OTAN, faire valoir la solidarité avec les Italiens quand on a livré, parce que vous savez qu'on a livré plus de masques, la France et l'Allemagne, que la Chine n'en a livré à l'Italie, donc c'est ça aussi la fraternité. Mais la fraternité, c'est aussi de se préparer à aider des régions du monde qui ont été touchées par le Covid-19 plus tard que nous, parce qu'ils sont moins impliqués dans la mondialisation, c'est-à-dire l'Afrique. Et là, vous voyez, les valeurs, et notamment de fraternité, rejoignent nos intérêts. C'est-à-dire, si on n'aide pas l'Afrique pour des raisons morales et de fraternité, faisons-le pour des raisons d'intérêt, parce que si la crise ne s'éteint pas en Afrique, elle reviendra en Europe. Donc, porter les valeurs quand on est la France, c'est aussi dans notre intérêt. C'est pour ça que le vieux débat sur la diplomatie française entre les valeurs et les intérêts est assez limité. Merci infiniment, Madame l'ambassadrice, d'avoir partagé avec nous ces quelques moments, cette expérience. Et en tout cas, les jeunes sont en train de mettre pas mal de commentaires pour vous remercier pour votre sincérité, pour votre spontanéité, pour avoir été vraiment dans le partage. Donc, merci infiniment. Un petit message pour tous les jeunes qui sont là aussi. Nous, on a eu cette idée avec la crise actuelle du Covid et une envie de vous soutenir davantage, de lancer ces webinars Un métier d'exception, et donc du coup d'aller chercher des invités un petit peu exceptionnels dont on connaît peu les métiers et qui n'ont pas l'opportunité et l'habitude de réellement être connus des jeunes. On continue la semaine prochaine avec un commandant de sous-marin nucléaire, un commandant de sous-marin de la Marine nationale. Donc on vous racontera tout ça. Et pour vous rappeler aussi qu'il y a 40 000 professionnels qui sont à votre disposition pour passer 1 heure en votre compagnie, partager avec vous leur métier. Et c'est extrêmement important pour vous que vous puissiez aller échanger avec eux et leur poser des questions pour découvrir les métiers et faire des choix par conviction. Réellement, vous vous lancez dans une carrière, faites des choix par conviction, faites des choix qui vous plaisent et n'hésitez pas à aller poser des questions parce que vous le voyez, finalement, les personnes sont beaucoup plus accessibles qu'on ne pourrait le croire. Elles
partagent avec plaisir leur expérience avec vous, comme l'a fait Madame l'ambassadrice. Donc, n'hésitez pas à aller les rencontrer, à poser toutes vos questions. Et on vous souhaite plein de belles choses. Et à très vite, en tout cas, pour continuer tout ça. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous. Encore une fois, osez, ne vous limitez pas. Et le bon côté du Covid, c'est de décloisonner un certain nombre de limites physiques. Donc nous, on est accessible, la France à l'OTAN ou moi-même sur nos comptes Twitter. Donc n'hésitez pas à nous engager, à poursuivre la discussion. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous dit à très vite. Il y aura un lien replay que vous pourrez revoir, que vous pourrez partager aussi si vous connaissez d'autres jeunes qui pourraient être intéressés par ce témoignage. Merci à tous, bonne continuation et puis à très vite. Au revoir. Merci.